des marchés en arrêt de première nécessité, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga rencontre le secteur privé. Il s'agit de continuer à nouer un partenariat fécond et à planir les difficultés pour le bien-être des Maliens et des Maliennes. L'État du Mali n'est engagé en rien dans la perturbation de la fourniture en jet A1 dans les aéroports. C'est ce qui ressort de la rencontre entre les compagnies d'aviation et le gouvernement du Mali. Des mécanismes fiables accompagnés par des textes rigoureux seront bientôt élaborés pour que les voyageurs en partance du Mali ou en arrivant soient dans les meilleures conditions. Dans l'actualité de la Confédération AES, le Premier ministre du Niger est aux États-Unis pour prendre langue avec les institutions de Bretton Woods pour des discussions de financement des projets de développement du pays. Pendant ce temps, au Burkina Faso, on se souvient des grandes mutations d'infrastructures du capitaine Thomas Sankara, incarné aujourd'hui par le capitaine Ibrahima Traoré. Dans l'actualité hors Confédération AES, le président sud-africain reçoit ce jeudi le président ukrainien à Pretoria, Volodymyr Zelensky. Et puis, en pourparlers à Doha, au Qatar, le gouvernement de la RDC et le mouvement M23 sur le point de conclure un cessez-le-feu. En sport, aujourd'hui s'ouvrent les états généraux du sport au Centre international de conférence de Bamako. Pourquoi les états généraux? Les explications du ministre en charge des sports dans cette édition. Sur le terrain, il sera question de Coupe du Mali. On connaît les demi-finalistes de Dame Coupe du Mali en football, 64e édition. Il sera également question de basketball avec la 10e journée du championnat national. Et la leçon de sport de ce jeudi sera consacrée à la balle au panier, notamment la faute offensive. Dans la chronique judiciaire de ce jeudi, Garibou Pérou nous parlera de l'article 34 de la Constitution, un article qui parle des 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali. Pour connaître ces principes, restez avec nous dans un instant le développement de tous ces titres. Jeudi 24 avril 2025. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division, Abdoulaye Maïga, a présidé hier la 5e région mensuelle de concertation entre le secteur public et le secteur privé. L'objectif est de nouer un partenariat fécond entre ces deux secteurs afin d'assurer une prise en charge effective des préoccupations de chaque partie prenante du processus de développement économique et social du Mali. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a réitéré sa gratitude à l'ensemble du secteur privé pour l'approvisionnement correct et régulier des marchés en denrées de première nécessité. Le point, c'est avec Mamari Koné Aliou Touré de la presse de la primature. Cette 5e réunion mensuelle du cadre de concertation secteur public, secteur privé, qui se tient au lendemain de la fête des Ramadan, a tout d'abord salué l'approvisionnement correct et régulier de l'ensemble des marchés du pays en denrées de première nécessité pendant les mois de Ramadan et de Carême. Au cours de cette rencontre ont été examinés l'état de mise en œuvre du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population et la présentation du plan d'action consolidé des mesures de réforme structurelles. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Le mois de Ramadan s'est passé cette année dans un cadre apaisé, sans vraiment beaucoup de difficultés. Et c'est là que je tiens à rendre un vibrant hommage et adresser tous nos remerciements à l'ensemble des composants du secteur privé qui ont contribué à assurer l'approvisionnement correct de notre pays pendant ce mois béni de Ramadan. Alors, sur la base de la présentation qui a été faite de la matrice des réformes structurelles qui seront de nature à améliorer le climat des affaires, à favoriser l'investissement, à assurer une croissance économique forte et durable, cette matrice stabilisée a fait l'objet donc d'une répartition entre les différents départements ministériels en fonction de l'ancrage institutionnel de chaque composant du secteur privé. Le chef du gouvernement a réitéré sa profonde gratitude à l'ensemble des acteurs du secteur privé pour la résilience, mais aussi pour la création d'emplois et l'approvisionnement correct du pays, singulièrement en denrées de première nécessité. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Votre présence en grand nombre cet après-midi, et cela depuis la mise en place du cadre de concertation, témoigne encore de l'intérêt grandissant que vous ne cessez d'accorder à la nouvelle dynamique créée entre les secteurs publics et privés pour examiner des préoccupations fondamentales et d'y apporter des solutions appropriées. Nos différentes rencontres m'offrent toujours l'occasion de vous demander de maintenir le cap afin d'assurer l'atteinte des objectifs fixés par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, dans la lettre de cadrage qui m'a adressé plus particulièrement l'axe 3 relatif à la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte et l'axe 6 relatif à l'apaisement du climat social.
De l'exposé du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, il ressort que sur les 14 mesures prioritaires, 7 ont été réalisées, 4 en cours et 3 sont en attente d'exécution. En ce qui concerne les mesures de réforme, les organisations du secteur privé ont été réparties entre les différents départements ministériels avec des chargés de suivi. La réunion a été l'occasion pour les représentants du secteur privé d'exprimer leurs préoccupations, des préoccupations auxquelles des réponses ont été apportées. Autre rencontre d'échange, cette fois-ci autour de la perturbation de la fourniture des aéroports du Mali en jet A1. Le ministre en charge des Transports et son collègue de l'économie et des finances ont fait appel aux compagnies aériennes pour situer les responsabilités et prendre des mesures afin d'éviter la restriction du nombre et de la fréquence des vols. Des faits qui entravent la desserte en matière d'aviation civile, un pan important de la mobilité et un apport considérable dans l'économie malienne. Des contrats scellés entre ces compagnies et les fournisseurs, souvent à l'insu de l'État qui en paye les frais en cas de rupture. Srabachili était à la rencontre. Un éclairci et des mesures urgentes pour soutenir les ailes de l'aviation civile pour une desserte à hauteur de souhait au Mali. L'État du Mali prend le taureau par ses cornes afin de remédier à la perturbation dans l'approvisionnement du jet A1 aux aéroports du Mali. Le ministre en charge des Transports, celui de l'économie et des finances ont échangé avec les compagnies aériennes pour situer les points de dysfonctionnement dans la fourniture du kérosène aux aéroports du Mali. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Cette réunion était plus qu'une nécessité parce que depuis quelques temps, nous sommes confrontés à un problème, c'est-à-dire c'est l'avitaillement des aéroports du Mali en jet A1. Ces compagnies ont eu à faire des restrictions sur les vols. On devait se mettre à table, discuter pour voir là où le problème se situe. Maintenant, après la rencontre, on a pu situer la responsabilité et après des dispositions seront prises pour pouvoir régulièrement ravitailler les aéroports du Mali en jet. La fourniture du jet A1 se fait sur contrat entre les compagnies aériennes et les fournisseurs directement sans intervention de l'État. Mais en cas de retard ou de rupture dans l'approvisionnement, les effets sont immédiats sur le trafic aérien, un coût à l'économie, d'où la nécessité pour l'État d'intervenir. Des compagnies aériennes lancent des appels d'offres internationaux et recrutent leurs fournisseurs sans que l'État ne soit impliqué et l'État n'a un mot à dire. Mais une fois que le fournisseur n'est pas en capacité de mettre les jets à la disposition de la compagnie, les Maliens qui doivent venir ou quitter le Mali ont des petits soucis. Des mesures ont été prises, même si c'est des mesures à court terme, parce qu'avec les compagnies elles-mêmes, elles ont reconnu des déficits d'information. On va procéder à des révisions des textes pour pouvoir prendre en charge tous les dysfonctionnements ou bien tout ce que nous avons eu comme difficulté dans la mise en œuvre des premiers textes. La rencontre a donc permis de mettre sur table tous les problèmes liés à l'approvisionnement en carburant et de lever tout équivoque quant à la pénurie de carburant. Les compagnies se disent rassurées. Ousmane Ba, secrétaire général de l'association représentant des compagnies aériennes ARCA. Nous avons débattu sur le problème de long en large. Les responsabilités ont été aussi décelées. Les ministres nous ont rassurés que dorénavant le problème sera résolu et que des dispositions aussi seront prises très rapidement pour que dans un court délai, les ravitaillements au niveau de l'aéroport soient ce qu'on nous souhaite tous en tant que compagnie aérienne. Clarisse Diallo, représentante de la compagnie Air Sénégal. Le fait de savoir qu'au fait, en réalité, le problème n'était pas, l'État n'a rien à voir avec ce problème. C'était juste un problème qui était au niveau des fournisseurs. Pour rappel, la consommation journalière en kérosène pour les aéroports du Mali est estimée à 200 000 litres. Et l'évaluation donne 5 à 6 millions de litres de kérosène par mois pour garantir le trafic des vols programmés. AES, actualité. Et direction le Burkina Faso où les grandes mutations d'infrastructures portent la marque de la révolution d'août 83 conduite par le capitaine Thomas Sankara. Plusieurs initiatives ont
ont transformé le paysage du pays. Notamment, c'est que le président capitaine Sankara a appelé la bataille du rail, construction de cités d'habitation, érection de monuments symboliques. 40 ans plus tard, une nouvelle dynamique s'installe avec la révolution progressiste et populaire du capitaine Ibrahim Traoré. Le constat, c'est avec Fidel Sow de la radio du Burkina. Le département des infrastructures occupait une place de choix dans la révolution démocratique et populaire d'août 83 de feu capitaine Thomas Sankara. Car pour lui, la souveraineté et l'indépendance d'un peuple passent aussi par sa capacité à avoir des infrastructures de qualité pour un mieux-être. Innocent Sommet, dit Dieu est gentil, adjudant-chef-major de la sécurité pénitentiaire à la retraite, s'en souvient encore. Pour les travaux de bataille de rail qui partaient à Kaya. À son temps, tout le monde était fier de la révolution. Ça bougeait. On partait à 7 heures pour descendre à 14 heures. C'était organisé. Chaque village avait son jour et nous, les soldats, on part appuyer, non seulement pour la sécurité, et nous-mêmes, nous sommes dedans. On a construit des cités, surtout à Bobo. On a participé aux travaux de la cité A2 de Ouaga, à la construction du monument de la révolution qui se trouve à la place de la nation, le flambeau avec les Chinois. Pour Eli Kabore, directeur régional en charge des infrastructures des hauts-bassins, cette dynamique révolutionnaire est d'actualité avec l'avènement de la révolution progressiste et populaire du capitaine Ibrahim Traoré en cours au Burkina Faso. C'est également une révolution infrastructurelle avec un certain nombre de chantiers qui se réalisent donc dans le pays et spécifiquement donc dans la région des hauts-bassins. Nous avons pratiquement un linéaire d'environ 135 km de routes bitumées qui sont en cours de réhabilitation, des travaux de construction de routes classées d'environ 30 km, des travaux donc d'aménagement donc de voirie. Le gouvernement burkinabé, à travers l'initiative présidentielle, entend bitumer 3000 à 5000 km de routes par an. La construction des ouvrages stratégiques dans tout le pays est aussi une priorité des autorités burkinabées. Au Niger, le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Zein, est aux États-Unis pour prendre part à la réunion du printemps de la Banque mondiale. Il a eu des séances de travail avec le groupe Pays et le groupe Afrique de la Banque mondiale et a reçu en audience le représentant résident de la Banque mondiale au Niger. Il s'agit de renforcer les interventions de ces institutions financières au Niger pour impacter la vie des populations. Le point avec les envoyés spéciaux de la radio du Niger, Abari Amiti et Ousmane Sani Abdou. En mission de travail à Washington, le Premier ministre de l'économie et des finances, a reçu en audience le représentant résident de la Banque mondiale au Niger. Les deux partenaires ont repassé à revue les différents projets et programmes de la Banque mondiale dans notre pays. Dans la même dynamique au siège de la Banque mondiale, cette fois-ci, l'importante délégation nigérienne a eu une séance de travail avec l'équipe Pays de la Banque mondiale. Le Niger dispose d'un des portefeuilles les plus significatifs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre avec un important engagement. Le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine, a rappelé aux partenaires les récentes évolutions sociales, politiques et administratives au Niger voulues par le peuple. Le portefeuille du Niger a été présenté aux deux délégations. La Banque mondiale finance des projets et programmes dans des secteurs de l'hydraulique, de l'énergie, de l'agriculture, de l'éducation, du développement social et urbain, de l'environnement, entre autres. Les échanges ont porté sur ces projets, mais aussi leur état de mise en œuvre ainsi que les perspectives relativement à l'engagement du Niger. Le Premier ministre de l'économie et des finances a également pris part à la réunion de la circonscription du groupe 2 Afrique, une première qui intervient alors que l'Afrique subsaharienne se retrouve avec une troisième chaise au conseil d'administration du groupe dans le cadre des réformes de la gouvernance de la Banque mondiale. Le projet IDA 21 a été présenté à l'assistance pour développer et renforcer le domaine de l'énergie, des infrastructures, du digital, de la santé, du climat, des finances, du secteur privé et autres secteurs vulnérables à travers la rationalisation des investissements pour un impact direct sur le quotidien des populations bénéficiaires. Actualité hors Confédération AES en République démocratique du Congo, évolution dans les négociations entre l'AFC, M23 et les délégués de la présidence congolaise. Pour la première fois, les deux parties ont communiqué officiellement sur les pourparlers tenus à Doha au Qatar. Hier, dans une déclaration conjointe, les représentants de la République démocratique du Congo et ceux du mouvement armé
ont annoncé avoir convenu de travailler avec la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. Toujours en RDC, 20 ans de prison ont été requis hier contre Augustin Matata Pogno par le procureur général près la Cour constitutionnelle depuis 3 ans. L'opposant et ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno est poursuivi pour le détournement présumé de près de 6 milliards de francs CFA destinés au projet du parc agroalimentaire de Bouka Galondo lorsqu'il était chef du gouvernement entre 2012 et 2016. Afrique du Sud, après s'être entretenu au téléphone le lundi avec le président russe Vladimir Poutine, le président sud-africain Cyril Ramaphosa reçoit ce jeudi à Pretoria le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans une déclaration, le président ukrainien voit à l'Afrique du Sud un pays de médiation non aligné dans le conflit qui oppose son pays à la Russie. Sur le même sujet, le président américain Donald Trump s'en est pris violemment hier au président ukrainien Volodymyr Zelensky en l'accusant de tenir des propos incendiaires sur la Crimée qui, selon le président américain, compliquent les pourparlers sur une trêve entre les deux pays. Le président kenyan William Ruto est depuis hier en Chine pour une visite d'État à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. C'est la 3e fois depuis son entrée en fonction que le président Ruto sera en Chine. Au menu de cette visite, le rapprochement entre les deux pays, notamment dans les secteurs du commerce, les transports et la technologie. Et puis, la Jordanie a interdit hier toutes les activités des frères musulmans. Leurs activités ont été jugées susceptibles de porter atteinte à la stabilité et à la sécurité de la Jordanie. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur Mazem Al-Faraya de la Jordanie, accusant le mouvement islamiste de déstabiliser son pays. Le générique annonce la page sportive de ce journal. La phase nationale des États généraux du sport s'ouvre aujourd'hui au Centre international de conférence de Bamako, placé sous la haute présidence de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. La phase nationale des États généraux du sport sera le cadre pour faire le bilan du sport malien. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et faire des projections sur le devenir du sport au Mali. Elle va regrouper les fédérations sportives nationales, les athlètes, les entraîneurs, les dirigeants, des experts et des partenaires. Pour plus de détails sur les enjeux, écoutons Abdul Kassim Ibrahim Fomba, le ministre en charge des sports. Il est au micro d'Abdul Karim Kaba. Les États généraux du sport aujourd'hui sont organisés sous la haute présidence du président de la transition. Il s'agit d'une instruction du président de la transition pour aujourd'hui faire le point sur l'état d'avancement du sport du Mali. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer le bilan. Il y a eu beaucoup d'acquis, mais il y a énormément de défis. Voir comment le sport malien peut se projeter. Cela a commencé au niveau des régions, où il y a eu des concertations, au niveau des différents acteurs du sport. Il y a eu également une consultation à travers certains acteurs qui ont fait des contributions au niveau de la diaspora. Aujourd'hui, nous sommes à la phase nationale. C'est la phase qui va regrouper plusieurs autres acteurs qui vont statuer sur ce qui a été dit, qui vont apporter de nouveaux éléments certainement, qui vont discuter et débattre de certains de ces éléments. Mais la finalité, c'est comment aider aujourd'hui à développer davantage notre sport, à le rendre compétitif. Le Mali est une grande nation de sport. Et nous sommes jeudi, la leçon du sport de ce jour. Jeudi porte sur la faute offensive en basketball. Toujours en basketball, il sera question de la 10e journée du championnat national. Et en football, on connaît les qualifiés pour les demi-finales de la 64e édition de la Coupe du Mali. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Abdul Karim Kaba. Football, les qualifiés pour la demi-finale de la 64e édition de Coupe du Mali sont connus. Il s'agit de Djoliba AC, de l'USFAS, du Stade Malien de Bamako et du FC Diarra. En quart de finale, ce mercredi au stade Mamadou Konaté, le Djoliba AC a battu l'US Bougouni, score final 2-0. L'Union sportive de Bougouba a été écartée par l'Union sportive des forces armées de sécurité du Mali, USFAS. 3 buts partout à l'issue des prolongations. L'USFAS l'emporte finalement au tir au but 4-3. Déjà mardi, le Stade Malien de Bamako, tenant du titre, a battu Arsenal Talent Sport de Koro ATS par le minimum d'1-0. Derby Academy, la seule formation de la 2e division qui était en lice à ce stade de la compétition, a été battue par le FC Diarra, 0-1. Basketball, il est question de la 10e journée du championnat national de première division. En homme, Atal Club de Kidal a perdu 56-59 contre Faso Kanou. L'AS Real de Bamako a été battu par l'AS Police 63-65. Le Stade Malien de Bamako gagne devant CMK 63-40. En dames, le Djoliba AC
s'est imposée devant l'AS Commune 5, 111 à 57. Les dames de l'AS de Bamako ont battu celles de l'AS Police, 50-47. Toujours en dames, le Stade Malien de Bamako a dominé Calaban Sport Club, 91-71. Le CRBT a été battu 63-100 par l'USFAS. La leçon de sport, pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur la faute offensive en basketball. Encore appelée faute d'attaque, cette infraction est l'une des plus régulières en basketball. Isaac Tienou nous en parle dans sa leçon de sport du jour. Le basketball est aujourd'hui un des sports les plus populaires qui se joue entre deux équipes. L'objectif est de marquer plus de points appelés panier que l'adversaire tout en empêchant l'autre équipe de le faire. Cette discipline sportive qui se pratique à la main obéit à des règles. Parmi les lois de jeu, il y a la faute offensive. Percuter un défenseur qui ne bouge pas ou encore écarter le défenseur avec le bras sont des exemples de faute offensive. Youssouf Maïga, arbitre international de basketball, précise. Une faute offensive, c'est une faute commise par une équipe qui a la possession du ballon. Un des joueurs a la possession du ballon et commet une faute. Donc c'est ça la faute offensive. Une faute offensive a ses conséquences. L'équipe qui commet la faute offensive perd le contrôle du ballon. En basketball, en cas de faute, il y a réparation. Quand l'équipe a les fautes d'équipe, donc il n'y a pas de lancer franc quand il y a une faute offensive. Alors que quand il y a les fautes d'équipe, quand il y a le contrôle du ballon, une faute d'attaque, l'équipe a deux lancers francs. C'est ça la différence. Pourtant, une faute offensive peut se transformer en faute antisportive. Dans ces conditions, la donne change. Ça dépend de la qualité de la faute. Une faute qui est commise avec la rudeur, c'est une faute antisportive. Donc c'est cette réparation fait deux lancers francs plus la position du ballon. Une fois qu'on parle d'antisportive, ça change la nature de la faute. Même si vous avez la position du ballon, une faute antisportive est égale à une faute antisportive. La faute offensive est l'une des fautes les plus fréquentes en basketball. Chronique judiciaire. Et elle nous parle ce jeudi des trois principes. Les relations de coopération au Mali seront désormais guidées par trois principes. Il s'agit du respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et de partenariats opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Le respect de ces trois principes est valable pour les gouvernants et les citoyens. Les principes doivent être respectés aussi par les États partenaires et institutions internationales. Cette action publique est une disposition de la Constitution de la République du Mali. En son article 34, voyons les trois principes qui guident l'action publique dans la chronique judiciaire. C'est avec Garibou Péo. Selon les termes de la Constitution malienne, en son article 34, l'action publique est guidée par trois principes. Lesquels principes sont fondés sur le respect de la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Dr Jean-François-Marie Camara, enseignant-chercheur à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. La Constitution du 22 juillet 2023, en son article 34, que le respect de la souveraineté de l'État du Mali, les choix souverains du peuple malien et la défense de ses intérêts. Ces principes-là ne sont pas seulement à respecter par le gouvernement ou par le peuple malien, mais ces principes-là doivent être respectés par toutes les institutions internationales ou tous les États qui souhaiteraient avoir des relations diplomatiques avec l'État du Mali. Ils doivent tout simplement respecter ces trois principes qui sont appelés comme les choix stratégiques de l'État du Mali, sont encore les actes fondateurs de la confédération qui unit les trois États, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Puisque constitutionnaliser, le respect de ces principes demeure à la fois un devoir et une obligation. Source même de légitimité de l'État, la Constitution garantit les droits des citoyens et organise son cadre de vie en rupture avec la dépendance. Le Mali ne peut pas signer un accord international, que ce soit un accord bilatéral ou un accord multilatéral. Ces accords-là doivent tout simplement respecter l'article 34 de la Constitution du Mali. En termes de relations internationales, ça veut dire tout simplement que ces relations doivent être basées sur ce qu'on appelle en anglais le win-win, c'est-à-dire les rapports gagnant-gagnant-gagnant. Loin d'un discours, le respect de ces principes traduit une volonté forte, réaffirme l'indépendance du Mali, consolide la démocratie et préserve les intérêts nationaux face aux influences extérieures. Il est 7h24 à Mankourani, nous sommes à Sikasso, c'est la fin de cette édition, la première de Radio Mali qui vous a été présentée par Ousmane Daou.
Mise en onde, Alou Koulibaly. Mise en ligne, Cheikh Abdelaziz Koulibaly. Gardez vos positions dans un instant. Foussine Ndiara sera là pour les avis et communiqués. Pour la deuxième édition à 13h, vous retrouverez le duo Brahma Traoré, Fatou Djabi. Bonne suite de programme en compagnie de Radio Mali. Bonne journée à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt. Le temps sur les ondes.